Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. A tout de suite avec mon invité. Dans ce nouvel épisode, je reçois un pionnier du web, j'ai nommé Cyril Zimmermann. Il y a plus de 20 ans, Cyril a créé iMedia, devenu aujourd'hui AduX, une société spécialisée dans le marketing digital qu'il a introduit en bourse en 2000 en pleine bulle Internet, ce qui lui a valu beaucoup de turbulences. À cette période, sa société a vu son cours de bourse divisé par 90 pour remonter en flèche quelques années plus tard. iMedia a même tutoyé les sommets avec plus de 200 millions de chiffres d'affaires et 500 personnes. Cyril est aussi le créateur de iPay, une solution de paiement en ligne, pionnière également du secteur, et tout dernièrement de la plateforme, une école gratuite pour les développeurs. Cet épisode est un peu plus court que les autres. J'aurais aimé aller plus loin dans mes questions, mais Cyril avait un rendez-vous juste après notre rencontre. Ce sera peut-être l'occasion de nous revoir. Mais je n'en dis pas plus, voici ma conversation avec Cyril Zimmermann. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Zimmermann, fondateur de iMedia, devenu AduX en 2016. AduX est une des figures européennes de la publicité digitale. Cyril, tu as introduit en bourse iMedia en 2000, en pleine bulle Internet, ce qui t'a valu beaucoup de turbulences. 2001, tu crées iPay. Tu es également le fondateur de iCab, une entreprise de transport mototaxi avec chauffeur, devenue Citybird. Tes activités s'étendent aussi dans le secteur des startups du numérique, dont certaines sont devenues de véritables success stories, comme Démotivateur, Botnik, Frisbees. Mais avant tout ça, Cyril, je vais te demander de te présenter. Bonjour et merci déjà. Comme tu le disais, je m'appelle Cyril Zimmermann. J'ai 48 ans dans un mois à peu près. J'habite à Marseille depuis 10 ans avec ma femme et mes 2 enfants. Ce avant quoi j'habitais Bruxelles et puis Paris, et je suis originaire en fait de Haute-Savoie. Donc voilà pour la carte d'identité. Les études ? J'ai fait des études en école de commerce à Subdeco Paris, de 91 à 94, et en parallèle j'ai fait une licence d'histoire et puis Sciences Po en service public, puisque j'ai enchaîné en fait l'ESCP et puis Sciences Po, dont je suis sorti en 96, et en 95 et en 94 j'avais passé le concours de l'ENA que je n'ai pas eu, et donc ne l'ayant pas eu, j'ai fait ce qui était logique quand on ne devient pas énarque, on devient entrepreneur. Tu as conjugué ESC Paris et en même temps une licence d'histoire ? J'ai fait une licence d'histoire en même temps que Subdeco Paris, et après j'ai fait Sciences Po. L'ENA, c'est pas pour devenir entrepreneur, donc tu avais une fibre entrepreneuriale ? Non, j'avais envie de servir l'État. C'est pour ça qu'après Subdeco Paris, j'avais fait Sciences Po et que je préparais l'ENA. Je trouvais que c'était une préoccupation assez noble. C'était une façon de concevoir sa vie qui était assez structurante. Et dans les vastes domaines dans lesquels l'État français intervient, ce qui m'intéressait, c'était la diplomatie. D'accord. Finalement, pour des raisons multiples, en fait, j'ai changé de voie. La première raison, c'est que déjà, en fait, j'ai pas réussi à avoir les concours. Et puis après, en fait, la réflexion m'a amené à réaliser que c'était pas forcément ce qui m'allait le mieux. Et puis, nécessité faisant loi, en fait, c'était pas ce qui m'allait le mieux, parce que la porte, en fait, était pas ouverte. Et donc, un peu par hasard et un peu par réaction, j'ai créé une entreprise pour me dire que je voulais bifurquer et pas avoir de regrets, donc je voulais faire quelque chose de totalement différent. L'entreprise avait un sujet qui était très vague, qui était la communication et l'aide aux entreprises. Je l'ai fait avec un copain qui était à Sciences Po avec moi et qui était à peu près au même niveau de non-maturité sur ce qu'il voulait faire. Donc on s'est retrouvés tous les deux associés d'une société, mais sans savoir exactement ce qu'on allait faire. Et on a croisé un troisième larron qui, lui, à l'époque, partait en VSN. On disait comme ça à l'époque. Donc c'est un service militaire, mais en entreprise à l'étranger. Et qui nous a dit qu'il avait pensé, s'il partait pas en VSN, à monter une régie publicitaire sur les CD-ROM, mais qu'on pouvait faire ce qu'on voulait de cette idée, parce que de toute façon, il l'exploiterait pas. Et on s'est dit, finalement, pourquoi pas, on va essayer ça. Et c'est parti comme ça.
Les CD-ROM, donc c'était à l'époque des programmes? À l'époque, c'était des CD-ROM de jeux et des CD-ROM culturels. Il y avait une maison d'édition qui s'appelait Montparnasse Multimédia qui faisait des très beaux CD-ROM de découverte des musées comme le Louvre, comme le musée d'Orsay. Ils avaient fait ça aussi pour la Fenice, en fait, et différents lieux de culture en Europe. Il y en a d'autres qui étaient moins connus et avec des budgets moins gros. Et on s'était dit que probablement ces éditeurs pouvaient être ouverts à recevoir l'aide financière d'annonceurs ou de sponsors en fait qui auraient une présence de marque au sein du CD-ROM et qui permettrait en fait le financement de la production. En fait, ça n'a pas vraiment marché parce que c'était quoi, une sérigraphie sur le CD-ROM? Non, c'était des programmes interactifs. C'était comme un site. Ah, c'était donc tu voulais faire de la pub dans le CD-ROM, pas sur la galette. À l'intérieur du CD-ROM. D'accord, pas sur la galette, d'accord. Non, bien sûr. Non, c'était à l'intérieur du programme, en fait, un sous-programme publicitaire. D'accord. Ça n'a pas vraiment marché comme on l'entendait, mais on a malgré tout vendu la publicité sur des CD-ROM pour une filiale des Trois Suisses qui s'appelait le Club européen du multimédia, qui éditait un catalogue de VPC, donc de vente par correspondance, de CD-ROM. Donc le catalogue était lui-même un CD-ROM sur lequel on pouvait acheter des CD-ROM. Et donc ça, c'était un support qui n'était pas éditorial, et pour le coup ils étaient assez ouverts à l'idée qu'on vende de la publicité dessus, donc on l'a fait pendant 2 ans. C'était quand? C'est en 96? Ça, c'était 96, 98. En parallèle de quoi, mon associé était très impliqué dans une radio associative à Paris qui s'appelle toujours Génération, qui était une radio hip-hop. Et donc, il s'occupait un peu de la programmation et on a commencé à vendre aussi un peu de publicité sur les ondes de cette radio. On a rencontré des éditeurs de magazines, soit de fanzines, soit de magazines musicaux. Donc qui s'appelait Magic, qui s'appelait Radical, qui s'appelait Tribeca, un magazine de cinéma qui s'appelait Repérage, un magazine de BMX qui s'appelait Cream, et on est devenu la régie de ces magazines indépendants. Puis on en est devenu l'éditeur, parce que finalement on a tout réuni, on s'est tous réunis dans une seule et même structure. Et donc on avait au bout de 2 ans une double activité qui était d'être éditeur et éditeur de presse, régie presse et régie radio, et une autre activité de régie publicitaire sur du multimédia. On avait commencé par les CD-ROM et petit à petit, moi j'avais été démarcher des sites internet parce que c'était le début de la pub sur les sites internet et le tout début d'internet. Et 2 ans après, mon ami et associé Bruno Laforesterie et moi-même en fait avons décidé de se séparer parce que les activités divergeaient un peu et puis on n'avait plus tout à fait la même vision des choses. On s'est réconciliés en fait ensuite, mais on a géré le développement des 2 sociétés. La partie multimédia est devenue iMedia. La partie presse et radio est devenue une autre société. Génération existe encore. Aujourd'hui, Bruno est directeur du Move, donc la station de Radio France. Quel chiffre d'affaires à l'époque à peu près? On faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 99. De francs? D'euros? D'euros en 99. C'est pas mal. Elle consistait en quoi la pub? C'était au milieu, c'était des spots au milieu du CD-ROM ou du multimédia? Oui, c'était sur les interfaces de navigation. On avait le choix entre découvrir une publicité ou alors aller voir l'article qu'on voulait acheter. C'était des petits programmes, donc il y avait des vidéos, d'accord. Oui, absolument. Comme aujourd'hui la publicité sur des sites internet, sauf que ça ne se renouvelait pas, puisque une fois que le CD-ROM était pressé, il était statique en fait, et le contenu ne changeait pas. Donc ça a fonctionné, 3 millions d'euros c'est pas mal, et ensuite? Oui, 3 millions d'euros c'était l'ensemble. C'était bien, oui, c'était la presse, la radio et les CD-ROM. Et donc après, la partie internet est devenue iMedia, elle s'est développée et elle a reconstitué à peu près le même volant d'activité, 3 millions d'euros, et j'ai rencontré des investisseurs à l'époque, en fin d'année 99, c'était essentiellement le groupe Dassault, qui investissait pas mal en fait dans internet et le multimédia. Et ils ont bien aimé l'équipe, l'idée, le secteur, et ils nous ont financé le développement en France et à l'international. Et 8 mois après, on s'est introduisait en bourse, comme tu le disais tout à l'heure, au nouveau marché en juin 2000. On va y revenir. Pas d'internet encore, ou pas vraiment? Si. L'activité internet, en fait, à partir de 97. Comment c'est? Ouais, à partir de 97, et elle s'est individualisée dans une structure dédiée uniquement à ça à partir de 98. Mais comment c'était la pub? Parce que la pub a complètement changé aujourd'hui avec les Criteo ou l'AdWords. Comment c'était à l'époque? La pub, c'était des pop-up, c'était... Mais la pub n'a pas tellement changé, en fait. C'est toujours quelque chose, en fait, qui vient s'insérer à côté ou en superposition à du contenu éditorial. La pub, à l'époque, était statique. Elle n'était pas vidéo, elle n'était pas ciblée, elle n'était pas sonore.
Donc aujourd'hui, c'est devenu véritablement multimédia et c'est devenu beaucoup plus ciblé et elle est beaucoup plus nombreuse, mais les principes étaient les mêmes. Mais c'était un coup pour 1000. Un coup pour 1000 ou coup par clic, comme aujourd'hui. D'accord. Tu avais quoi comme support, par exemple parce que j'ai vu un moment que tu avais des supports de qualité comme Marianne, comme les Inrock. Donc la régie, tu allais voir les annonceurs. Tu leur proposais de passer dans des bundles avec plusieurs magazines. Comment ça fonctionnait ? On allait d'abord voir des éditeurs et comme on venait d'un univers autour de la musique, des jeux vidéo, on a d'abord cultivé cet univers-là. Donc effectivement, on a travaillé avec les Inrock, on a travaillé avec des sites de jeux vidéo comme jeuxvideo.com, qui est devenu, vous avez racheté, je crois. Qu'on a racheté ultérieurement, mais qui est devenu ultra leader en fait dans ce domaine. Ouais. Et on proposait aux annonceurs de communiquer soit sur des sites individuellement, soit sur un bouquet de sites qui touchaient les 18-25 ans sur leurs loisirs culturels et leurs loisirs d'une manière générale. Et puis de là, finalement, on a élargi le portefeuille des éditeurs avec lesquels on travaille. On a travaillé à l'époque avec Caramel, qui était un des premiers webmail et le premier webmail français. On travaillait avec Infony, qui était fournisseur d'accès, qui était devenu actionnaire en fait de iMedia. On a travaillé avec Boursorama. On a travaillé avec un portail suédois qui avait défrayé la chronique à l'époque, qui s'appelait Spray. Donc oui, on avait une très belle part de marché. On était la première régie indépendante en France, à côté des géants de l'époque qui s'appelaient Microsoft et Yahoo. 99, encore Google a dû monter l'AdWords en 2000 ou quelque chose comme ça. Oui, Google est venu après. Google est venu après, en fait, et ils sont vraiment venus en Europe à partir de 2002-2003 avec un développement très rapide, mais qui s'est vraiment fait sentir sur le marché à partir de 2004-2005. Mais avant d'arriver à tes 3 millions d'euros, tu as ton projet. Tu avais quoi, une techno ? Comment tu allais voir, quand tu allais voir les supports type Marianne, tu leur proposais quoi ? De l'intermédiation commerciale, il n'y avait pas de techno en fait à l'époque. En fait, donc, mais c'était infime le retour. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était pas grand-chose, non ? Il y avait la manipulation de technologies qui permettait de diffuser la publicité sur les sites internet, mais à la limite, ça c'était plutôt la compréhension de la façon dont ça fonctionnait plutôt que des technologies en fait qui étaient hyper évoluées. Et après, il fallait aller trouver les annonceurs et les convaincre d'investir sur Internet parce que c'était tout sauf une évidence. Donc c'était surtout le démarchage commercial et la compréhension de la façon dont derrière, technologiquement, on allait pouvoir diffuser la bannière publicitaire. C'était ça finalement la valeur ajoutée et le fait d'y croire alors que personne n'y croyait. Mais il n'y avait pas une barrière à l'entrée qui était énorme, il n'y avait pas un besoin d'investissement qui était énorme. Au début, au fait, je vendais la publicité tout seul, je faisais la compta, je faisais les factures, et puis après on était 2, puis après on était 3, mais il n'y avait pas de nécessité d'investissement lourd au départ. Et pour faire 3 millions d'euros, quand même, il fallait quand même des commerciaux, il fallait quand même une structure. Oui, mais au début, finalement, le chiffre d'affaires, je faisais tout seul. Et puis après, en fait, on était 2, 3. Effectivement, on commençait à atteindre en fait 3 millions d'euros. Donc à 3, quand vous faites 3 millions d'euros, vous avez un comptable. En fait, vous avez quelqu'un qui commence à gérer un peu du marketing. Donc la structure grossissait, mais c'était pas une grosse structure. Donc 99, je crois que tu commences les levées de fonds. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec une levée de fonds ? Ça te sert à quoi ? La levée de fonds, ça va te servir à quoi ? La levée de fonds était là pour développer la société à l'international, puisque on se rendait compte assez vite que les marchés publicitaires allaient finalement rester des marchés domestiques, mais aussi au fait créer un marché européen qui serait probablement arbitré à partir de Londres, un peu à partir de Paris, un peu à partir de Milan, un peu à partir de Berlin, et qu'il y avait à la fois une fenêtre d'ouverture, en fait, d'une opportunité à aller se déployer partout en Europe parce qu'on était un des pionniers en France. Et la France étant un des grands marchés, on était forcément un des pionniers en Europe. Et puis, il y avait une logique économique qui était de dire que il fallait qu'on accompagne nos clients, soit les sites internet, soit les annonceurs, sur tous les pays où ils voulaient être présents. L'époque, la concurrence, il y avait qui ? Double-clic, c'était qui ? Tu voyais qui en face tout le temps ? Double-clic, à l'époque, était une techno. C'était pas une régie, donc on avait Microsoft en face de nous, Yahoo. On avait Yahoo, on avait AOL, on avait CompuServe avant que AOL en fait rachète CompuServe. Donc on avait un moteur de recherche qui s'appelait Nomad. Ah oui. Et ce qui est drôle, c'est que ça a toujours été un marché qui a été concentré autour de quelques gros acteurs, mais que ces acteurs en fait changent tous les 5 ans, parce que les acteurs des fin des années 90, début des années 2000 étaient plus les mêmes acteurs en fait des années 2005-2010. Puis de nouveaux acteurs sont arrivés dans les années 2010-2015, Twitter,
Snap. Et les réseaux sociaux surtout, oui. Ouais, Facebook est arrivé en fait sur la fin des années 2005-2010. Et puis Snap et Twitter sont arrivés plutôt en fait sur la tranche 2010-2015. Et là, en fait, le nouveau venu, en fait, c'est Amazon. Donc, régulièrement, il y a un nouveau venu, il rabat les cartes. Donc, ça ne veut pas dire que tous les anciens disparaissent, mais que la répartition de la part de marché, des positions de chacun, en fait, est jamais établie dans la durée, en fait, pour très longtemps. Et au niveau de la facturation, que ce soit un coût par clic ou un coût pour 1000, peu importe, tu parlais de techno, il y avait un système de back-office où tu pouvais suivre la rentabilité, le ROI. Oui, au début on l'avait développé par nous-mêmes, et puis après sont arrivés des technos tierces développés par des boîtes américaines qui étaient plus performantes que ce qu'on avait développé par nous-mêmes. Et donc on a basculé au fait vers ces technologies-là qu'on utilisait, qu'on installait sur nos serveurs et qui permettaient de gérer la diffusion et de compter le retour sur investissement pour les annonceurs. iMedia devenu AdUX en 2016, pour quelle raison ? Le changement de nom ? Parce que les métiers, dans le détail de ce qu'on faisait, avaient pas mal évolué. iMedia, c'était une régie publicitaire qui s'était diversifiée vers du paiement, en montant iPay, qui était une filiale de iMedia, en devenant éditeur, en rachetant jeuxvideo.com, en étant actionnaire du journal La Tribune, en montant des sites comme Tout le Ciné. On était devenu en fait un petit groupe média, qui gérait à la fois la production du contenu, sa propre édition, la régie publicitaire pour soi-même et pour des tiers, et les systèmes de paiement. Et à un moment donné, quand on a décidé au fait de vendre certaines des activités du groupe, parce qu'on pensait que c'était le bon moment pour les vendre et que peut-être ça demandait des investissements, de continuer à les développer qu'on n'était pas capable de faire, on s'est rapatrié sur le métier d'origine qui était la publicité, mais on n'était plus le iMedia des années 2000-2015. On était une autre société, revenue sur la spécialité de la publicité et avec des considérations sur ce que devait être la publicité digitale qui étaient différentes de celles des années 2000. Tu le disais tout à l'heure, au fait, est-ce que c'était des pop-up, est-ce que c'était quelque chose au fait de très visible, le début de la publicité ? Oui, et trop. Et ça a été probablement trop loin, et il a fallu un peu trier, rationaliser et diminuer le caractère intrusif des formats publicitaires pour qu'il reste efficace et toléré par les internautes. Parce que la grande modification des années 2010-2015, c'est l'arrivée des adblocks. Forcément. Et donc, plus la publicité est intrusive, plus les adblocks se développent, et moins il y a de publicité qui est vue. Donc il fallait rationaliser tout ça, et ce qu'a donné AdUX, c'était Advertising User Experience, donc c'était le mélange de la contrainte économique qui oblige les éditeurs à accepter la publicité pour se financer, et la contrainte en fait d'acceptabilité au fait des utilisateurs qui disent je veux bien un peu de pub, mais pas n'importe comment. Donc c'était le mélange entre il faut la publicité pour que le monde des médias digitaux existe, mais il faut que cette publicité soit un peu encadrée et s'autorégule, sinon l'utilisateur va voter avec ses pieds et va dire j'en veux plus. On peut dire que tu as à l'époque disrupté, c'est le mot à la mode depuis quelque temps, le métier de la pub. Entre avant 2000 et ton arrivée avec iMedia, 2000 et 2015, 2016, avec tout ce qui a changé également, est-ce que tu peux dire qu'il y a eu des grandes phases depuis 1999 à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des grandes phases de la publicité digitale? Est-ce qu'elle a changé? Alors tu parlais du côté intrusif, oui, effectivement, il n'y a plus de pop-up, c'est plus maintenant intégré dans les sites. Évidemment, les réseaux sociaux ont amené quelque chose de différent parce que c'est une pub complètement différente aussi. Est-ce que ça a changé Mais le marché de la publicité suit l'évolution du marché des médias. C'est pas la publicité qui décide, c'est les médias qui décident et la publicité en fait suit. Donc ça a d'abord été l'ère des portails, des moteurs de recherche en fait ou des fournisseurs d'accès ou des portails thématiques. Puis ça a été l'ère de Google. Sans pub à la base. Sans pub à la base et après avec de la pub, mais d'une forme particulière en fait qui était liée à la recherche. Donc ça c'est ce qu'on appelle le search marketing, mais qui est du marketing direct en fait, qui vous donne l'annonce qui correspond à un moment donné à la recherche que vous avez fait sur Google. Et puis après il y a la phase des réseaux sociaux, dans lequel on est encore et en plein dedans, parce que Facebook en fait est probablement l'entreprise en fait qui progresse le plus et qui façonne le plus l'univers publicitaire aujourd'hui. Et peut-être qu'on est en train d'entamer une quatrième étape qui est celle des plateformes marchandes qui se mettent à la publicité. Vente privée a créé sa régie publicitaire, elle s'appelle Adot, et Amazon aujourd'hui a développé sa régie publicitaire et elle est en montée en puissance hyper accélérée parce qu'il possède
de la donnée sur les comportements de consommation de leurs clients, qui est à la fois une donnée très précise et donc qui a une valeur commerciale forte, et qui sont les seuls à être en droit d'exploiter, puisque les réglementations de protection de la vie privée ont considérablement restreint les marges de manœuvre des opérateurs tiers à utiliser des données qui ne leur appartenaient pas. Donc quand vous appelez Amazon, vous pouvez utiliser votre donnée. Quand vous appelez AdUX, vous ne pouvez pas utiliser une donnée qui vous n'avez pas collectée vous-même dans des conditions d'assentiment du client. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'est effectivement, moi je me souviens quand Google est arrivé, finalement c'était Google, un moteur de recherche, une barre de recherche terminée, alors que les Yahoo, Lycos, etc., c'était plein de pubs, de nouvelles, c'était complètement différent. Ils ont été plus malins parce que la pub, de toute façon, elle arrivait derrière en deuxième page avec les AdWords et tout ce qui s'est passé, quoi. Ouais, mais Facebook est arrivé au départ en fait sans publicité, Instagram au départ est arrivé sans publicité, donc aujourd'hui c'est une stratégie assez commune des nouveaux opérateurs d'arriver sans pub pour privilégier finalement un service qui soit le plus pur, le plus rapide et le plus efficace possible. Et une fois que les usages se sont développés et que les gens deviennent des consommateurs réguliers, des abonnés, des gens qui plébiscitent le service, à ce moment-là, la publicité arrive. Et à chaque fois, elle arrive avec un format qui est particulier. La force des Google et des Facebook, c'est qu'ils n'ont pas pris la publicité telle qu'elle existait avant. Ils ont inventé la forme de publicité qui était directement cohérente avec le service qu'ils proposaient. La publicité Facebook, en fait, n'était pas la publicité que moi je vendais chez iMedia. La publicité Google n'était pas la publicité que Yahoo vendait. Qu'est-ce que vous avez innové chez iMedia pour avoir ce tel essor ? Je pense qu'on avait et on a toujours une grande agilité et on a essayé d'anticiper les tendances de marché. Et donc quand on s'est rebaptisé AdUX, en fait, on avait déjà travaillé justement sur le fait de se contraindre à ne diffuser que des formats publicitaires qui respectaient la navigation de l'utilisateur et qui n'étaient pas là pour empêcher de voir un contenu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de publicités qui sont servies d'abord et vous devez d'abord voir la publicité pour voir le contenu. Oui. Ça fait fuir en fait les internautes. Donc on était plutôt à dire que la publicité devait coexister avec le contenu, mais ne pas être un préalable ou ne devait pas empêcher d'accéder au contenu éditorial ou au service. Et ça, on a été un des premiers à se dire on va peut-être se contraindre à faire moins d'activités ou abandonner certaines activités qu'on n'estime pas stratégiques ou tenables dans la durée, pour se concentrer sur ce qui permet au marché de continuer à se développer, mais sans scier la branche sur laquelle on est assis. Aujourd'hui, quels sont les clients d'iMedia ou d'AdUX ? Alors, on a énormément de sites médias d'information qui sont les clients d'une de nos filiales qui s'appelle Quantum, qui a été un des inventeurs d'un format qu'on appelle le native advertising, et qui est un format de pub en fait, qui s'intègre totalement au contenu. Donc, c'est toujours dans cette idée pour que le ciblage où la forme de publicité soit la moins intrusive ou la moins perturbante possible pour l'utilisateur. Et de ce fait, on travaille avec l'ensemble des magazines de presse, des journaux quotidiens en ligne qui existent sur le marché français, mais aussi en Espagne, également en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas. Et on travaille de l'autre côté sur une de nos autres filiales en fait, qui s'appelle AdMove, beaucoup avec les distributeurs, puisque AdMove analyse le positionnement géographique de l'internaute au moment où il voit la publicité. S'il ne voit pas de publicité, au fait, on n'a pas d'informations sur lui, mais au moment où il voit la publicité, au fait, on est capable de recueillir sa position géographique, relativement précise, mais qui permet en fait de garder l'anonymat. Et donc, c'est une donnée qui est assez intéressante pour tous les distributeurs, de façon à ce qu'ils puissent envoyer des promotions commerciales à Frédéric ou à Cyril ou à Paul ou à Jean en fonction de là où ils se trouvent à un moment donné. Donc ces distributeurs, ça peut être des chaînes de restauration, ça peut être des distributeurs d'équipementiers sportifs, ça peut être des distributeurs alimentaires. Et ça, on le fait en France et en Belgique. Et on achète la publicité après sur l'ensemble des univers publicitaires qui existent, donc parfois à Google, parfois à Facebook, parfois à l'ensemble de ceux qui ont de l'espace publicitaire disponible. Et la troisième branche d'activité, on travaille avec un éditeur de contenu digital présent sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier, qui s'appelle Démotivateur. Et on vend des opérations de production de contenu promotionnels pour les marques qui sont diffusés ensuite par des motivateurs.
Pour les supports, les journaux, est-ce qu'aujourd'hui, il a monétisé le support? Est-ce que c'est une part de chiffre d'affaires conséquente? Ça dépend qui, sûrement, mais bon. Ça dépend qui, évidemment. Et pour certains d'entre eux, c'était la seule source de monétisation. Ce qui m'a toujours paru pas tenable dans la durée. C'est pour ça qu'on a développé une activité de paiement. C'est qu'on pensait qu'un média ne devait pas et ne pouvait pas vivre que de la publicité. Il fallait que son contenu soit valorisé et acheté par ses lecteurs pour qu'ils puissent avoir une indépendance et avoir les moyens de créer sa proposition éditoriale. Et c'est là que Internet a une ambiguïté et propose en fait quelque chose en fait qui ne me paraît pas tenable, c'est que la proposition très généreuse du contenu qui est gratuit et accessible à tous me paraît difficilement conciliable avec l'envie de ne pas être perturbé par la publicité et d'avoir du contenu de qualité. Et donc finalement, si on regarde ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, Internet et les réseaux ont accéléré la circulation et la diffusion de contenu, mais ce contenu est peut-être, pour la partie gratuite, est peut-être fait d'une profondeur, ou on va dire en fait d'une densité moindre qu'il l'était auparavant, accessible en presse, en radio ou même à la télé. Donc je pense qu'il y a eu un rétrécissement de la proposition éditoriale en fait sur Internet pour les médias qui devaient vivre de la publicité, parce qu'ils devaient accélérer la production, accélérer en fait la circulation du contenu et l'audience de façon à pouvoir comptabiliser ça par de la publicité. A contrario, ceux qui n'avaient pas basé leur développement sur un modèle publicitaire, mais plutôt sur de la vente de contenu et qui vendaient de l'abonnement, finalement, se libérer de cette contrainte et de cette course en fait à l'audience, et donc proposer des abonnements payants pour avoir accès à des contenus exclusifs, ou alors proposer du contenu gratuit, mais parce qu'ils étaient financés par une fac, par une fondation, et que c'était finalement pas un projet économique en fait que de diffuser du contenu de qualité et d'essayer de le rentabiliser. Comment ça se situe aujourd'hui? Parce que tu parlais d'intégrer donc UX, intégrer un peu la publicité dans les pages pour qu'elle soit moins intrusive. Nous, sur notre site internet Papéo, on fait appel à des boîtes comme Criteo, donc c'est du remarketing. Hein. Tu vois un canapé chez Cdiscount et tu le revois après systématiquement quand tu te balades ailleurs, le même canapé avec la pub, allez achetez-moi. Comment au niveau UX, expérience utilisateur, comment vous associez un peu vos publicités avec des publicités qui sont Criteo, qui sont par contre là, c'est un peu la baston quand même. Là, on est vraiment sur des millions, souvent des millions d'impressions, quoi. De toute façon, tout le monde fonctionne sur des unités qui sont même plus des millions, mais des milliards. Nous, on gère en fait des milliards, voire des dizaines de milliards d'objets publicitaires par mois. Criteo, je pense que c'est des centaines de milliards parce qu'ils sont beaucoup plus gros que nous. Simplement, nous, on a choisi à un moment donné de ne plus... on a fait du remarketing, enfin, du reciblage marketing aussi, on a décidé de ne plus en faire, à la fois parce que Criteo occupait très bien ce secteur-là, et aussi parce que on pensait au fait que c'était pas forcément la façon dont on pouvait se développer par rapport en fait au point de départ de ce qu'était iMedia et AdUX. Et donc aujourd'hui, on cible les annonces soit en fonction de la position géographique de l'internaute, mais pas en fonction en fait de ce qu'il voit, pas en fonction en fait de la publicité qu'il a vue préalablement, et on le cible aussi en fonction du contenu éditorial. Donc on fait peut-être des ciblages différents. Et peut-être moins intrusif en fait ou moins visible en tout cas en fait que d'autres plateformes, mais c'était un choix assumé. Comment tu vois Apple qui du jour au lendemain ou une GAFA décide du jour au lendemain de changer les règles, par exemple Safari on dégage les cookies, Criteo on le met à l'ouest, et puis comment ça se passe? Comment tu vois le truc? Alors est-ce que c'est la mode déjà de plus être intrusif, de respecter? Alors bon ça on peut en reparler, mais comment tu vois déjà, cette évolution? C'est une autorégulation. Après, l'autorégulation et le côté mode, comme tu dis, est exploité par certaines plateformes dans leur marketing pour dire qu'elles font mieux que les autres, qu'elles lavent plus blanc. Derrière, souvent, c'est avec un agenda qui est aussi fait d'éliminer ou d'empêcher les concurrents. Et donc ça pose des questions pour le coup en fait de règles de concurrence, et la Commission européenne et le Parlement européen en fait ont mis sur l'établi plusieurs projets en fait d'encadrement des bonnes pratiques des plateformes, leur demandant notamment une stabilité des règles de façon à ce qu'ils ne puissent plus unilatéralement changer les règles pour l'ensemble des sociétés qui se nourrissent et qui se greffent sur l'écosystème.
Bien évidemment, en fait, les plateformes en fait, ont dit à la commission que c'était inacceptable. Et donc, s'en est en suivi une discussion de savoir si finalement les plateformes allaient d'elles-mêmes s'autoréguler et jusqu'à quand on leur donnait pour qu'elles s'autorégulent avant que la commission légifère. Donc, d'une façon ou d'une autre, en fait, ça va changer. Soit parce que la peur du gendarme va faire que les plateformes en fait vont changer leurs pratiques, soit parce que le gendarme en fait va écrire un texte et que ça sera la loi. Mais tu penses que ça y est, c'est à rebuffé, c'était trop jusqu'à aujourd'hui. Je parle des Cambridge Analytica, je parle des Facebook, là j'interviewe à Paris dans 3 semaines Éric Léandri de Quant. C'est son combat permanent. Tu penses qu'il faut arrêter ce côté intrusif, il faut respecter, ou il faut donner le choix aux internautes qui veulent par exemple avoir de la publicité ciblée, mais si on cible, ça signifie à un moment que obligatoirement on doit aller récupérer une data. Je pense qu'on pas que la géographie. Mais je pense qu'on peut pas en fait séparer ce débat du reste. C'est-à-dire que oui, des scandales comme Cambridge Analytica en fait sont intolérables et ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que ça ne doit pas arriver. On ne doit pas se faire pirater des données personnelles et on ne doit pas en fait se faire manipuler sans qu'on le sache. Ça c'est un fait. C'est pas particulier au digital, c'est pas particulier à Internet, c'est pas particulier à Facebook. Après. Le fait que finalement on passe son temps sur Internet à être un peu fliqué par tous les opérateurs publicitaires et médias parce qu'ils veulent recueillir de l'information sur toi et moi pour mieux nous cibler ou mieux nous vendre des informations ou des produits derrière, c'est gênant tant qu'on n'en a pas conscience, c'est gênant si on l'a pas accepté, c'est gênant intellectuellement. Mais il faut aussi le ramener à une juste proportion, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose en fait qui correspond à un risque quotidien pour ta liberté, ma liberté d'expression politique, de déplacement, de consommation. Donc c'est quelque chose en fait qui est une menace potentielle en fait, qui est un dépassement en fait des normes, mais c'est pas une menace immédiate qui vaut l'ensemble de la condamnation qu'on lui donne. Sans mettre en rapport que si jamais on ne fait plus ça, c'est l'ensemble des contenus qui vont devenir payants. Donc il faut effectivement que les acteurs de la publicité s'autorégulent ou qu'ils soient encadrés par le législateur, parce que sinon ils ont tendance en fait naturellement à accroître leur spectre d'activité et à ne pas se mettre des bornes par eux-mêmes. Mais il ne faut pas en fait non plus totalement aller loin et de façon inconsidérée en fait dans la condamnation morale de ces acteurs, dans la mesure où dans le même temps on s'est dit c'est pas beau ce que vous faites, vous devriez pas le faire, mais de l'autre côté on réclame toujours en fait le contenu gratuit. À un moment donné en fait faut faire un choix ou avoir en fait une acceptation en fait d'un équilibre. Et cet équilibre, en fait, il est précaire, donc régulièrement, on doit le revisiter, parce que les technologies évoluent, parce que les acteurs, comme je disais tout à l'heure, évoluent. Google hier, en fait, n'est pas Facebook d'aujourd'hui, n'est pas Amazon de demain, et parce que nos sensibilités personnelles à ce genre de sujet évoluent. Peut-être qu'il y a 20 ans, ce genre de sujet, en fait, nous était indifférent, et maintenant, après Cambridge Analytica et d'autres scandales, en fait, on est beaucoup moins indifférent au sujet. Donc c'est un équilibre de relations entre la société, le consommateur et les opérateurs privés et lucratifs, en fait, et chacun doit respecter en fait l'équilibre précaire qui permet que chacun coexiste. On va rembobiner un tout petit peu l'IPO. Tu vas nous expliquer, mais je crois que c'était assez mouvementé. Donc 1999, tu fais ta levée de fonds, c'est ta première. Juin 2000, introduction en bourse en pleine bulle Internet. Explique-nous un peu, parce que ça m'a l'air mouvementé. C'est mouvementé déjà parce que en un an, donc tu fais ta levée de fonds 99, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? En novembre 99, et c'était effectivement un moment où la bourse réclamait en fait des sociétés à côté et à accueillir, que les investisseurs et les managers et les fondateurs d'entreprises en fait y voyaient un intérêt parce que ça permettait de lever des fonds et puis de trouver une liquidité à son capital en fait et de gagner de l'argent. Tu communiques sur le montant de 99 sur la levée de fonds ? Oui, la levée de fonds était de 12 millions d'euros. Après, effectivement, avoir fait rentrer le groupe Dassault... Vous étiez rentable à l'époque ? En 99, on était pas tout à fait rentable, mais pas loin. On perdait pas beaucoup d'argent. Et on avait Infony qui était au capital également, en fait, lors d'un conseil d'administration. Les différentes personnes qui étaient au conseil d'administration m'ont conseillé et c'était mes aînés et j'avais jamais coté d'entreprise en bourse et j'avais une expérience nulle des marchés financiers, m'ont conseillé d'accélérer le mouvement en fait pour aller vers la cotation parce que ça leur paraissait être le moyen
de lever des fonds pour que la société puisse accélérer son développement. Le moyen d'assurer que ensuite les investisseurs qui avaient investi dans la société puissent revendre leur part. Donc ça permettait l'indépendance de la société sans avoir à se revendre ou à trouver un acheteur. Parce qu'un investisseur, quand il met de l'argent dans une société, à un moment donné, c'est pour ressortir. Donc pour ressortir, il faut que quelqu'un d'autre le rachète. Et il y a des moments où il n'y a personne pour acheter. Donc la bourse permet d'offrir en fait cette possibilité-là. Ils ont assisté en fait donc sur à la fois le besoin de développement de la société et le fait que pour les investisseurs, c'était une porte de sortie qui était intéressante pour eux, mais aussi pour la société parce que ça lui permettait son indépendance. Et 3, que probablement les conditions boursières assez favorables de 99 et début 2000, en fait, n'allaient pas durer éternellement. Donc on a accéléré le mouvement et effectivement, entre novembre 99, date d'entrée du groupe Dassault, et juin 2000, il s'est passé 7 mois et demi où on a équipé, dimensionné, recruté au sein de l'associé de façon à ce qu'on puisse l'introduire en bourse, qui a été fait en juin 2000. Et ça a été chaotique, comme tu dis, parce que c'était le début d'écroulement de la bulle Internet. Et donc, en fait, on a fait ce qu'on appelle un roadshow, c'est-à-dire un tour de marketing financier auprès des différents investisseurs, au moment où la bourse perdait tous les jours 5 à 10%. Ce roadshow a été mouvementé, je crois, il me semble, parce que tu avais des rendez-vous. Il y avait des rendez-vous qui étaient annulés parce que les investisseurs ne s'intéressaient plus au sujet, ou pensaient que d'eux-mêmes, en fait, on avait annulé notre opération, donc pensaient qu'on ne viendrait pas. Quelqu'un t'a aidé ? Un cabinet ou On travaillait avec des banques, oui. On travaillait avec... Et elle te conseillait à l'époque, est-ce que dans cette période-là, pile poil, vous sentiez que la bulle allait arriver ? Il y avait quelque chose ? Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose, en fait, qui était irrationnel, en fait, dans l'enthousiasme que je développais Internet chez les investisseurs, les actionnaires, les entrepreneurs, alors qu'on n'était qu'au tout début. C'est-à-dire que si on se place 20 ans après, effectivement, cet enthousiasme délirant, en fait, était rationnel, parce qu'il s'est passé ce que tout le monde anticipait. Mais le fait de l'anticiper aussi vite et de penser tout de suite que ça valait très cher, alors que les choses allaient se délivrer, en fait, sur 5, 10, 15, 20 ans, faisait que tout le monde se disait, mais c'est pas possible. En fait, ce ne sont que des toutes petites sociétés. En fait, elles peuvent pas valoir autant d'argent, parce qu'elles vont devoir faire leurs preuves dans la durée, elles vont probablement avoir beaucoup d'obstacles devant elles. On ne connaît pas les qualités de leurs équipes, et par ailleurs, en fait, Internet, on nous dit que c'est très gros, mais en début 2000, en fait, c'était tout petit. Oui, parce que... Et donc, finalement, sur la durée, ces valeurs ont été justifiées, mais à l'époque, en fait, elles étaient forcément hypertrophiées, et donc on savait qu'il y aurait un réajustement. On ne pensait pas qu'il était aussi violent et aussi rapide. Et la levée de fonds de 99, c'était combien alors ? C'était 3 millions d'euros. Est-ce que le prix d'introduction, c'est celui que tu attendais ? Ça se passe bien ? Ça se passe difficilement, parce que les circonstances en fait n'aident pas, comme je te le disais, parce que la société était jeune, et parce que moi-même en fait j'étais jeune et finalement relativement inexpérimenté. Mais c'est aussi probablement à cause de ça que certains investisseurs en fait ont suivi en disant il a l'air de tellement y croire qu'on va y croire avec lui. Donc ça se passe. Donc si ça se passe, c'est que ça se passe bien. 2003, il y a encore un problème ? 2003, en fait, c'est pas encore, c'est la suite en fait de l'effondrement de la bulle Internet de 2000, qui finalement a entraîné dans sa chute non pas simplement que des cours de bourse, mais aussi des sociétés qui dépensaient les fonds qu'elles levaient ou qu'elles allaient lever, et qui investissaient tout ça en publicité. Et à partir du moment où les marchés financiers sont écroulés, mais les levées de fonds se sont taries. Et donc, une partie de nos clients qui investissaient en marketing pour financer, pour justifier leur prochaine levée de fonds, finalement, ont arrêté d'investir. Donc, notre chiffre d'affaires a été divisé par plus de 2 entre 2001 et 2003. Donc, 2003, on était sur une société qui était plus petite qu'au moment de son introduction aux bourses, qui avait accumulé des pertes parce qu'on avait compris qu'il fallait qu'on sélectionne les pays sur lesquels on voulait rester. Donc on venait d'ouvrir certains pays et finalement on a dû les fermer et qu'on fasse des économies. Donc 2003, en fait, on n'avait plus d'argent et il nous restait donc plus beaucoup de mois devant nous à pouvoir continuer l'exploitation. Mais la chance qu'on a eue, c'est que finalement le marché est reparti. Et donc finalement la société est redevenue profitable et elle a recommencé à croître, cette fois de façon beaucoup plus agressive et de façon beaucoup plus balancée, puisque c'est là où on s'est diversifié avec iPay, solution de paiement, avec les sites dont on est devenu éditeur. Et en 2011-2012, en fait, la société a dépassé les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et les 500 salariés. Donc là, pour le coup, c'était un développement qui était plus pérenne, qui était plus équilibré,
qui a tiré quelques leçons en fait des excès de la bulle Internet, mais qui derrière en fait a donné lieu à un autre cycle qui est maintenant celui d'AduX. Quand je parle de montagne russe, oui, on voit 2003, le cours de bourse, je crois qu'il est quasiment, tu dévises de 90 fois, je crois, il me semble, il passait, tu vois. Pour remonter d'une market cap de 3 millions à 280 millions en 2006, et ça repart en flèche. Oui. Et puis après, en fait, les choses se recompliquent, parce qu'on a eu une crise financière en 2008, comme ça ne t'a pas échappé. Ouais. Que par ailleurs, nous, on avait fait une acquisition qui nous paraissait prometteuse et qui ne l'a été que sur 6 mois. Et après, ça a été une grosse déconvenue, donc à posteriori, en fait, une grosse erreur. C'était un réseau social qui s'appelait Photolog. Ah oui, oui. Qui faisait la même chose qu'Instagram. Ah oui, oui. Mais à partir du moment où... Enfin, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché, et de facto, c'était une erreur. Mais finalement, quand on regarde le succès d'Instagram d'aujourd'hui, Photolog faisait la même chose, mais avant. Sauf que l'iPhone ou les smartphones n'existaient pas. On prenait des photos avec des caméras digitales et après on chargeait ces photos avec un câble sur son ordinateur. Oui, l'iPhone 2007. Et donc on sélectionnait parmi les photos qu'on avait prises avec son appareil numérique, celles qu'on voulait poster. Et on n'allait pas en faire 15 ni 20 parce qu'il fallait sélectionner avec l'appareil photo numérique qu'on n'avait pas toujours dans la poche et puis après le charger sur l'ordinateur et après le mettre sur le réseau social. Donc ça filtrait. Et le jour où l'iPhone est arrivé, c'était le même appareil que de plus en plus de personnes avaient dans leur poche, qui prenait la photo et qui permettait de poster la photo. Et là, pour le coup, nous, notre thème qui était de sélectionner la photo du jour n'avait plus vraiment autant de pertinence. Et surtout, finalement, Facebook et Instagram sont arrivés après en exploitant les smartphones, alors que nous, on avait l'héritage finalement d'une base de membres qui avait l'habitude en fait de sélectionner sa photo du jour avec son appareil numérique. Et donc nos membres en fait ont basculé de chez nous à Facebook, puis chez Instagram. Et donc finalement la base de membres de Photolog en fait s'est réduite à peau de chagrin. Et là où on avait commencé à faire des revenus intéressants et où on pensait que notre pari en fait était gagné, finalement au bout d'un an il était perdu. Et donc ça a aussi été une des causes du chute de cours de bourse en fait, parce que ça nous a causé en fait pas mal de soucis financiers. D'accord. Le Photolog, tu l'avais acquis combien ? C'était une acquisition qui avait été valorisée 60 millions d'euros. Ah oui. Mais c'était presque, pour l'époque, c'était presque plus gros goût ? Non, à l'époque, on avait 280 millions d'euros de capitalisation boursière. D'accord. Aujourd'hui, iMedia, AduX, tu détiens un départ encore Oui, je détiens un peu moins de 10%. Pourquoi ça reste encore un peu compliqué, même pour les boîtes aujourd'hui, la bourse en France ? Pourquoi les boîtes comme, je sais pas moi, Parrot ou Showroom Privé, Navia, c'est compliqué encore ? Pourquoi est-ce que ça se passe pas aussi bien, ou même les exits, pourquoi ça se passe pas aussi bien que dans les autres pays ? Est-ce qu'on a du retard ? C'est pas la bourse qui est compliquée, c'est l'activité des sociétés qui est compliquée. En fait, tu regardes en fait les cas qui sont exposés en fait à des cycles difficiles. Tu l'as dit toi-même, en fait, notre capitalisation boursière est passée de 100 millions d'euros à 3 millions d'euros, puis a rebondi à 280 millions d'euros, et de nouveau aujourd'hui on est à moins de 5. Donc de fait, ça veut dire qu'on a eu des périodes où tout fonctionnait et des périodes où les choses en fait se passaient moins bien. Showroom privé, c'était pareil. Le cycle du e-commerce en fait a considérablement changé. Parrot, c'est pareil. C'est des courbes d'innovation en fait où parfois on arrive à innover, à recommencer à innover, et parfois on a un trou d'air. Navia, c'était un pari. C'est un pari sur un marché qui n'existait pas. À côté de ça, en fait, la bourse de Paris ou d'Euronext en fait se porte plutôt bien, avec des sociétés en fait qui sont stables en fait et qui sont très contentes d'être cotées en bourse. Donc la bourse est un amplificateur de la réalité d'une société. Donc quand elle se porte bien, la bourse en fait lui rend grâce de bien se porter. Quand elle se porte moins bien, la bourse en fait la sanctionne en fait de façon plus forte parce que c'est un amplificateur. Mais ça reflète dans la durée la santé et la tendance d'une société. À l'époque, les levées de fonds étaient plus compliquées qu'aujourd'hui, mais je pense, aujourd'hui c'est plus démocratisé. Est-ce que si c'était à refaire, la bourse, tu le refais ? Oui, parce que ça nous a permis de nous développer, en fait, comme probablement aucun autre instrument financier à l'époque aurait pu permettre de nous développer. Donc, encore une fois,
C'est un amplificateur de mouvement. Quand tout va bien, la bourse fait que ça va encore mieux. Et quand tout va mal, la bourse fait que ça va encore plus mal. Mais c'est une règle du jeu qu'il faut accepter. Et toi, quand ce cours de bourse fait le yo-yo, comment tu te sens? Comment tu vis le truc? Une société classique, elle a sa trésorerie, son chiffre d'affaires, ses effectifs. Toi, tu as un paramètre supplémentaire qui est le cours de bourse. Est-ce que c'est quelque chose, tu te lèves tous les matins, tu regardes, tu stresses Le paramètre, c'est pas le cours de bourse, c'est les actionnaires. Tu as une pression que tu sois coté en bourse ou pas, à partir du moment où tu as des actionnaires autres que toi-même, tu as des gens qui viennent te demander des comptes et à qui tu dois des comptes. Quand la société va bien, les actionnaires sont contents, que ça soit en bourse ou pas en bourse. Et quand la société va mal, les actionnaires sont inquiets ou mécontents, que la société soit cotée en bourse ou pas en bourse. Donc c'est la même chose. Le cours de bourse, en fait, c'est la photographie à l'instant T de cette humeur des actionnaires. Mais l'humeur des actionnaires, elle existe, que cette photographie existe ou pas. Challenge titre il n'y a pas très longtemps, Startup, cette folie douce qui pousse à lever des fonds plutôt qu'à gagner de l'argent. C'est un peu le truc en ce moment, quoi. Est-ce que la bulle peut revenir? La bulle, elle est faite de paris. Après, c'est toujours facile de faire des raccourcis en disant que finalement, c'est le but est de lever de l'argent et pas de gagner de l'argent par l'exploitation. Ça dure jamais éternellement. Et je pense que la plupart des entrepreneurs et des investisseurs en fait l'ont en tête. Donc certains arrivent à vendre et à très bien vendre la société avant qu'elle ait généré le premier euro de bénéfice, et pourquoi pas, s'il y a des acheteurs, personne ne les contraint, donc c'est qu'il doit y avoir un intérêt. Et après, les sociétés qui continuent à exister, en fait, gagnent de l'argent. Et il y a beaucoup de sociétés, en fait, financées par du capital risque dans le domaine de la tech, en fait, qui gagnent de l'argent aujourd'hui. On va un peu accélérer parce que tu as un rendez-vous derrière. On va parler de la plateforme. On y est, on est dans ton école. Lancé en grande pompe avec Cédric O. Lancé en septembre, juste là. Pourquoi cette école? C'est quoi l'enjeu? Alors, c'est pas que mon école déjà, c'est une école qui est portée par une association que j'ai créée avec le Top 20, qui est le club des 52 plus grandes entreprises d'Aix-Marseille, et qui répondait à un double enjeu, un enjeu de développement économique qui aujourd'hui est potentiellement soit bridé, soit une opportunité manquée au niveau d'Aix-Marseille, mais au niveau de plein d'autres métropoles en France aussi, c'est qu'il y a des compétences humaines qui sont demandées et nécessaires pour les entreprises et pour le développement économique et qui ne sont pas aujourd'hui produites par les écoles, les mécanismes de formation ou les universités en fait en quantité suffisante. Donc le fait de créer des ingénieurs ou de créer des codeurs à Aix-Marseille en fait correspond à une nécessité économique de développement du territoire. Et ça intervient à un moment où ces métiers du code et de l'informatique permettent d'ouvrir à un public beaucoup plus large que le public traditionnel en fait qui fait des études supérieures, des métiers à forte valeur ajoutée, bien rémunérés, des métiers de col blanc. Donc ça permet à la fois d'aller chercher de l'excellence et d'aller chercher de l'inclusion. Ça n'arrive pas souvent qu'on ait ça. Donc c'est pas faire de l'inclusion pour faire l'inclusion, c'est pas faire de l'excellence élitiste, c'est d'avoir les deux en même temps. Et c'est ça qui m'a motivé, c'est ça qui a motivé le Top 20, et c'est pour ça qu'on a créé la plateforme. Quand on a réussi, quand on est dans la tech depuis des années, est-ce que c'est un passage obligé de partager, de redistribuer, comme le fait Xavier Niel avec 42, toi avec la plateforme? Est-ce que c'est un passage obligatoire? Est-ce que c'est bien de redistribuer? C'est des envies personnelles, je pense. Donc, il n'y a pas de parcours type. Après, il y a des évolutions psychologiques en fait, qui arrivent avec l'âge, la maturité, et puis des apprentissages personnels en fait, qui permettent de faire des choses en fait, à 45 ans et plus en fait, que j'aurais pas pu faire à 30 ou à 35 ans. Mais j'ai plein d'amis entrepreneurs en fait, qui suivent une voie parallèle à la mienne dans d'autres domaines et qui effectivement eux aussi ont une envie au fait de s'investir sur des projets collectifs ou des projets non lucratifs, et d'autres en fait qui n'en nécessitent pas ni le besoin ou qui ne voient pas la possibilité de le faire maintenant mais qui le feront peut-être plus tard. En fait, chacun le fait en fonction de sa sensibilité et des opportunités. Des étudiants, quoi. C'est des gens que tu prends de l'école, C'est des étudiants qui viennent d'horizons hyper variés. Il y a des gens qui avaient un boulot. Et l'école est gratuite, je crois. Hein. L'école est gratuite. Il y a des gens qui avaient un boulot et qui veulent se former à autre chose. Donc, c'est des reconversions. Il y a des gens qui sortent du lycée, qui ont leur bac et qui se sentent pas à l'aise avec le système universitaire et les formations plus classiques. Il y a des gens qui n'avaient pas de boulot, il y a des gens qui étaient allocataires du RSA. On a une personne en fait qui est réfugiée politique et donc
C'est un mélange hyper intéressant de profils que permet justement en fait cette nouveauté du langage informatique, en fait, qui n'a pas besoin de recruter des gens en fait avec diplôme ou avec formation préalable. À partir du moment en fait où il y a une capacité à travailler en commun, à se concentrer et à vouloir apprendre, mais finalement à la plateforme on apprend le code informatique, qui est un langage qui permet derrière en fait de s'autonomiser, de travailler en entreprise, de créer son propre projet et d'avoir probablement un emploi assez bien rémunéré en fait sur une économie. Mais tu fais la formation continue également. On est aujourd'hui une école qui fait de la formation pour des publics variés. Techniquement, c'est effectivement la formation continue dans la mesure où on n'est pas un établissement d'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, cette frontière-là, en fait, elle est ancienne et elle a de moins en moins de sens. Aujourd'hui, tout le monde doit se former tout le long de sa vie. On n'a pas un bagage universitaire à 20 ou à 22 ans qui permet de rester droit dans ses bottes toute sa vie professionnelle en étant sûr en fait, de faire la même chose pendant 30 ans, d'ailleurs, ou 40 ans. Et je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable, mais c'est de moins en moins vrai. Donc on fait la formation initiale en opérant comme un organisme en fait, de formation continue, et on fait la formation continue pour des cadres ou des non-cadres qui sont en entreprise aujourd'hui et qui veulent avoir une formation sur des sujets qu'ils maîtrisent moins bien, qui sont des sujets tech, comme l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud et d'autres sujets au fait de ce domaine. J'aime bien terminer par des questions perso. Tu vis à Marseille pour 3 jours par semaine. Pour quelle raison? Pour suivre ta famille? Parce que tu aimes cette ville? Non, je ne vis pas à Marseille 3 jours par semaine. En fait, je vis à Marseille depuis 10 ans. Et je vais à Paris 3 jours par semaine, donc ce qui fait que mathématiquement, en fait, je suis à Marseille 4 jours par semaine. 4 jours, d'accord. Voilà. Et on verra de quoi l'avenir est fait, mais aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai ce rythme-là. Et je suis très content de l'avoir. En fait, ça me permet d'avoir 2 univers et de profiter de Marseille pleinement avec ma famille, mais aussi avec des occupations professionnelles comme la plateforme. Et j'ai historiquement des activités économiques à Paris, donc je continue à les opérer aussi. Quelle est l'organisation de Cyril Zimmermann d'une journée ou d'une semaine type? Il n'y a pas de semaine type et il n'y a pas de journée type. Tu n'as pas de routine le matin? J'ai une routine en fait qui est personnelle, mais en fait dont je ne vais pas parler parce qu'elle est personnelle par définition. Non, mais tu fais pas des réunions le matin, après, par exemple, ou des et choses. Après, professionnellement, en fait, comme n'importe quelle personne qui travaille avec d'autres personnes, en fait, il y a des organisations, en fait, des points de rendez-vous réguliers, des réunions régulières, en fait, soit ici, soit à Paris. Mais après, en fait, j'ai une multiplicité d'activités qui me permet d'éviter la routine, justement. Quelles sont tes principales activités? Donc, il y a Citybird, qui est le mototaxi. Félix Citybird, oui. Tu as La Baleine que tu viens, c'est un cinéma... Cinéma d'arrêt d'essai, restaurant que j'ai monté avec un ami, Thomas Ordonneau. Sur Marseille. Exactement, au cours Julien. Donc tu as ADUX. Et la plateforme. Et la plateforme qui te prend 90% de ton temps. De business, je parle. Je répartis mon temps entre ces différentes activités. La plupart du temps, en fait, je monte ces aventures entrepreneuriales avec d'autres personnes. La plateforme, je l'ai cofondée avec le Top 20 et aujourd'hui, je la coopère avec Roxane Roumégas qui vient de l'Epitech et qui aujourd'hui est l'ingénieur de la pédagogie et du quotidien en fait de la plateforme. Félix Citybird, je l'ai créé avec un associé qui s'appelle Franck Muchambled et aujourd'hui on a 2 autres associés opérationnels. ADUX, en fait, j'ai une équipe en place en fait depuis plus de 20 ans. Donc à chaque fois, et La Baleine, je l'ai fait avec Thomas. Et après on a des équipes en fait qui sont au quotidien à La Baleine. Donc à chaque fois, j'aime bien entreprendre, pas forcément tout seul, mais avec d'autres personnes. Comment tu te formes ou tu as des mentors? J'en ai pas un, j'en ai pas des. Je regarde en fait ce qui se passe autour de moi et quand il y a quelque chose qui m'inspire, j'ai envie d'apprendre, donc je creuse, je rencontre. C'est par les rencontres en fait que finalement on arrive à élargir les horizons et à voir des choses qu'on ne voyait pas et à regarder des réalités différentes. Ouais. Ta plus belle réussite à part tes enfants? Ta plus grande fierté? Ma liberté d'action et ma liberté de vie dans mes choix professionnels notamment. Dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'est-ce que sera la vie de Cyril? Toujours pareil? Toujours les allers-retours? J'en ai aucune idée. Mais tu vis un peu le jour le jour? Tu aimes ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves le matin? J'aime ce que je fais et j'aime ne pas savoir ce que je vais faire dans 5 ou 10 ans. Et c'était pareil il y a 5 ou 10 ans. Il y a 5 ans, je ne savais pas que je créerais la plateforme, ni La Baleine. Je ne savais pas au fait que iMedia s'appellerait ADUX, donc il y a des surprises bonnes, parfois moins bonnes, ça fait partie de l'épice de la vie et c'est ce que j'ai envie de continuer. On te joint comment si on a envie de te joindre?
Comme toi. LinkedIn. Comme toi, assez facilement. Assez facilement, ouais, c'est vrai. Le podcast s'appelle La Combinaison. Finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir Cyril Zimmermann? C'est quoi? Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, ou de la résilience, ou de la persévérance, ou le tout? Ou comment on devient Cyril Zimmermann? Écoute, je sais pas, parce que je pense qu'en fait, je suis pas encore devenu totalement moi-même. En fait, je le deviens chaque jour, en fait, et c'est un projet. Je pense qu'on devient soi-même, en fait, en se construisant quotidiennement. J'ai eu la chance, ça c'est clair, pour commencer, en fait, finalement, sur cet univers entrepreneurial, Internet, au bon moment. J'étais au bon moment ou au bon endroit, et ça, c'était que la chance qui me l'a permis. Après, je pense que j'ai une qualité que bon nombre en fait de mes amis ou collègues en fait me reconnaissent, c'est la résilience, c'est-à-dire qu'en fait je laisse assez peu tomber. Donc parfois d'ailleurs c'est une erreur, mais en tout cas ça permet de se battre en fait et d'avoir des projets au long cours. Et puis la volonté de renouvellement et la curiosité. Je te remercie. Merci Cyril, à toi. c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. À bientôt. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.